Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le lundi 26 juin 2023. Nous nous retrouvons 6 ans après le début de la crise du Levothyrox. Ça va vite. Et on va essayer de faire le point sur les différentes procédures judiciaires qui nous occupent. Et je laisserai après, dans une deuxième partie, donc, à Annie Notelet et Sandrine Beaulieu le soin de répondre à des questions plus, on va dire, médicales ou de confort de vie. Alors, pour les questions juridiques et judiciaires, nous avons, à titre principal, deux procédures. Nous avons une procédure qui est la procédure contre la NSM, qui totalise de mémoire plus de 1500 personnes et qui, à ce jour, n'a pas encore été audiencée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, normalement, les échanges entre la NSM et nous sont terminés. Le tribunal a une parfaite connaissance de la situation et va prochainement, alors prochainement pour le tribunal administratif, ça peut être dans 6 mois comme ça peut être dans 3 semaines, mais et je n'ai aucune information là-dessus, va prochainement programmer une audience. Au cours de cette audience, on fera des observations, puisqu'on ne plaide pas devant le tribunal administratif, et dans le mois ou les 2 mois qui suivront l'audience, nous aurons des questions. Que vous dire de plus sur cette procédure? C'est que nous sommes en état. Nous avons largement communiqué. Nous avons notamment communiqué des documents récents qui étaient l'année dernière, qui étaient l'article qui a été publié par M. Lechat dans une revue internationale dans laquelle il expliquait que tout compte fait, il ne comprenait pas comment cette nouvelle formule avait pu obtenir son autorisation de mise sur le marché parce que le test de bioéquivalence n'était pas pertinent. Donc là, on avait en quelque sorte un appui fort à la personne de M. Lechat, qui était, comme vous le savez, un des hommes clés de la NSM avant 2017 et qui, tout d'un coup, semble changer son fusil d'épaule et nous donner raison en disant qu'en effet, ce changement de formule pouvait entraîner des conséquences cliniques. Donc, je disais, pour être sûr d'avoir bien été compris, nous avons communiqué au tribunal administratif un document qui est une étude publiée par M. Lechat. M. Lechat, comme vous le savez, était l'homme de la NSM qui avait autorisé qui avait demandé plutôt le changement de formule en 2012. Et là, dans cette étude, il explique que s'il avait été en poste en 2017, il n'aurait pas accepté de délivrer l'autorisation de mise sur le marché parce que pour lui, les informations communiquées par Merck ne permettaient pas d'apprécier une parfaite bioéquivalence et donc une équivalence thérapeutique. C'est un point important parce que ça consiste à confirmer tout ce que l'on dit maintenant depuis 2018, donc ça fait 4 ans, 5 ans, puisque vous vous souvenez que l'équipe Concordet et Toutain a démontré que le test de bioéquivalence de Merck, on va appeler un chat, était truqué. Il était truqué de 2 façons. D'abord parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle une bioéquivalence moyenne, c'est-à-dire qu'au lieu d'admettre de vérifier cobaye par cobaye que le produit était bien assimilé, ils ont mélangé tous les résultats et fait une moyenne mathématique. Et dans la moyenne mathématique, c'est la magie des mathématiques, on avait une superposition des courbes parfaite. Sauf que si on regardait les courbes une à une, on se rendait compte que dans 2 cas sur 3, eh bien, la superposition des courbes entre la nouvelle formule et l'ancienne formule pour la concentration du produit actif dans le sang ne se superposait pas. Ce qui était signe que la nouvelle formule ne pouvait pas avoir le même effet thérapeutique que l'ancienne. Donc, première dissimulation, par l'effet de la moyenne, on cachait cette absence d'effet thérapeutique. Et puis, ils ont fait une deuxième vérification parce qu'ils ont été un peu surpris puisque normalement, l'Agence européenne du médicament, quand on fait ces tests de bioéquivalence, demande à ce que l'on compare à peu près entre 12 et 24 cobayes. Et là, il y en avait 204. Pourquoi dépenser autant d'argent sur un produit comme le Levothyrox? Et là, ce que démontre l'équipe Toutain-Concordet, c'est que ce chiffre de 204 participants à l'étude n'est pas un hasard. Parce que si on avait fait l'étude sur 12 personnes, même avec la moyenne, on se serait rendu compte que les produits n'étaient pas bioéquivalents.
parce que ça aurait fait un résultat de l'ordre de 15% de satisfaction. Avec 50 personnes dans l'étude, on pouvait monter le taux de satisfaction à peu près à 40%. Avec 90 personnes dans l'étude, on montait à 65%. Il fallait atteindre 205 personnes dans l'étude pour que la moyenne devienne enfin agréable à l'oreille de Merck et aux yeux de la NSM en ayant une équivalence de 95%. Donc là encore, on a la preuve que Merck a trompé tout le monde en faisant en sorte qu'elle affiche une moyenne agréable, sauf qu'en réalité, on pouvait voir que cette bioéquivalence n'était pas parfaite. J'espère que je suis assez clair parce que c'est quand même très technique. Et puis le deuxième élément qui est important, et ça va me permettre de faire la transition vers le deuxième dossier qui vous intéresse, le dossier pénal, c'est que l'enquête pénale a mis à jour des documents internes à Merck et Merck Allemagne, donc au plus haut niveau, ce n'est pas simplement Merck France, mais aussi au niveau de la société mère allemande, qui montrent qu'en 2017, Merck savait qu'au moins 5% de la population qui prenait la nouvelle formule ne supporterait pas cette nouvelle formule. Alors on peut se dire 5%, ce n'est pas si grave, mais quand on multiplie 5% par 3 millions de personnes qui prennent le médicament tous les jours, ça fait quand même 150 000 personnes. Donc, en connaissance de cause, Merck, pour des raisons certainement économiques, a préféré foutre en l'air, il n'y a pas d'autre mot, la santé de 150 000 personnes en France parce que c'était plus intéressant pour eux de faire comme ça. Et surtout, de ne pas informer les malades qui, s'ils avaient été informés, n'auraient pas eu ce qu'on a appelé l'errance thérapeutique, qui ont fait que pendant des semaines, voire des mois, pendant l'été 2017, ils ne savaient pas ce qui leur arrivait, ils ne comprenaient pas d'où ça pouvait venir, et certains se sont fait beaucoup, beaucoup de soucis, puisqu'on nous a rapporté, par exemple, que certains ont fait des analyses invasives parce qu'ils craignaient une suspicion de cancer, des choses comme ça. Donc, évidemment, ce défaut d'information a eu des conséquences extrêmement ravageuses. Et là, je suis dans le dossier pénal. Et alors, j'ai à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, d'après le juge d'instruction, on était presque en état de terminer l'enquête et que donc, elle était en mesure de conclure son dossier. La mauvaise nouvelle, c'est que Merck, renforcé par la NSM, a interjeté appel de la décision de mise en examen de l'automne 2022 et qu'ils prennent le prétexte qu'il n'y aurait pas suffisamment de preuves contre eux pour demander la nullité de la mise en examen. Tant que la cour d'appel, la chambre d'instruction de la cour d'appel n'a pas statué, le juge d'instruction, l'enquêteur, est suspendu en l'air. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas prendre le risque de conclure, il ne peut pas prendre le risque de continuer son enquête. Il est paralysé. Et là où le problème survient, c'est que cette paralysie, malheureusement, peut durer. C'est-à-dire que la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est un petit peu débordée. Et la juge m'expliquait qu'elle avait un dossier de santé qui avait fait l'objet d'un appel nullité en octobre ou novembre 2021 et la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en mai 2023. Ce qui fait que normalement, tel que c'est parti, on n'aura pas de décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avant 2024. Et encore, je m'avance peut-être. Donc, bien évidemment, on comprend la stratégie qui est derrière tout ça. Et je suis en train de vérifier avec notre équipe, notamment avec Pierre Delivry, que vous avez peut-être rencontré dernièrement, dans une autre, oui, lorsqu'on avait fait une réunion à Marseille, il était présent. On est en train de vérifier comment essayer de secouer un peu le cocotier pour que ça ne s'enlise pas pendant 2 ans. Parce que, bien évidemment, c'est une manœuvre insupportable qui, d'ailleurs, révèle la faiblesse de l'argumentation de Merck sur le fond, puisqu'ils sont obligés de faire tout un tas d'astuces procédurales pour essayer. Ça, c'est pour le pénal, oui, Corinne. Là, ce dont je parle, c'est le pénal. J'ai fini de parler de l'administratif. On attend la décision, plutôt la convocation pour plaidoyer pour l'administratif. Pour le pénal, c'est l'enquête qui a commencé en 2017 avec des perquisitions au siège de Merck et de la NSM et qui a fait l'objet d'une désignation d'un juge d'instruction en mars 2018. Juge d'instruction qui fait un travail remarquable,
elle vérifie tout ce qui a été dit par les uns et par les autres. Je ne vais pas conclure à sa place puisqu'elle n'a pas encore conclu, mais on sent bien qu'elle a trouvé un fil qu'elle suit jusqu'au bout. Alors ce fil va peut-être un peu vous décevoir parce que c'est le fil de la tromperie. L'avantage pour les juges, c'est que la tromperie, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, puisqu'il suffit de démontrer que le fabricant, le professionnel, avait une connaissance précise d'un vice affectant son produit et qu'il a dissimulé ce vice. Donc, c'est, me semble-t-il, le cas dans le dossier des Levothyrox, puisqu'encore une fois, on a la preuve de différentes manœuvres de la part de Merck pour justement continuer à distribuer son produit sans pour autant informer les malades, comme ils ont fait d'ailleurs en Belgique et en Allemagne, sans informer les malades du changement de formule. Donc là-dessus, on a de bonnes chances, avec le temps qui a passé, d'arriver à voir traîner devant le tribunal correctionnel les différentes sociétés de Merck et les différents dirigeants de Merck. À côté de cela, il y a les autres infractions qui sont visées. Et là-dessus, je peux le dire, c'est un sentiment, ça n'engage que moi. J'ai un peu le sentiment que le juge estime qu'elle n'a pas suffisamment d'éléments, par exemple, pour poursuivre pour homicide involontaire. Donc, on est en train, là aussi, avec Pierre et l'équipe, de faire une note pour 2 ou 3 malades qui ont, plutôt des familles, qui ont perdu des personnes proches. Et on va essayer de convaincre, d'utiliser le temps qui est devant nous pour convaincre le juge que Merck n'a pas simplement fait une tromperie, mais aussi a mis votre vie en danger. Et dans certains cas, même, ça a eu des conséquences extrêmement préjudiciables, avec des coups et blessures dans le meilleur des cas, et des décès dans le pire. Voilà où on en est dans le dossier pénal. Donc, qui se lance pour, peut-être Annie, qui a toujours des questions, pour lancer le débat? Non, pas spécialement, mais peut-être parce que j'ai bien compris le mécanisme. Donc, voilà, je pense, comme vous, que ce sera très dur de poursuivre au-delà de la tromperie pour multiples raisons. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais été très chaud, nous, pour les expertises individuelles, hein, qu'on n'a jamais demandé. Voilà. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais là, on sait que s'il y avait mise en danger, forcément, chaque malade aurait à prouver les dommages subis. Et ça va être très dur. Voilà, Surtout non, mais 5 ans, si quelqu'un a des... Pardon? surtout 5 ans après. Exactement. Et surtout parce que avant de subir un problème tel que le changement de lévothyrox, on n'avait pas de contrôle technique personnel qui attestait de notre bon état de santé avant. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est demandé. C'est de prouver qu'avant, on n'avait aucun souci et qu'ils ont tous démarré à ce moment-là. Donc, c'est toujours compliqué. Mais déjà, par tromperie, oui, ce serait déjà bien. Hein. Les prises en charge par les assurances ou l'aide juridictionnelle, ça n'a pas changé, on accepte toujours. Pour le pénal, oui, on en prend toujours et on les prendra jusqu'au début du procès. Donc, à la fois, vous avez le temps, mais ne tardez pas trop parce que après, il faut à chaque fois monter les dossiers. Pour le civil comme pour l'administratif, on n'en prend plus, en tout cas pour le moment, puisqu'on attend la décision du tribunal administratif concernant la NSM. Ben, déjà, c'est un peu le même dossier que pour le civil, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut démontrer que vous preniez du lévothyrox ancienne formule, donc avant mars 2017, que vous avez pris du lévothyrox nouvelle formule après avril 2017, et si possible, par tout moyen, alors ça peut être par des attestations de votre médecin traitant, de votre famille, de vos amis, prouver qu'à partir de mai-juin 2017, vous avez été dans un état pas très recommandable, en tout cas que vous avez été lourdement affecté,
vous avez été affecté par le changement. Et ensuite, en fonction de ce que vous nous direz, par exemple, il y en a qui ont été hospitalisés, d'autres qui n'ont pas été. La question, alors il faut évidemment, si vous avez été hospitalisé, c'est plus simple, il faudra fournir les informations relatives à l'hospitalisation. Mais ce n'est pas encore le cas, dossier par dossier, certainement qu'il y aura une expertise qui sera désignée pour justement vérifier que si vous avez été hospitalisé au mois de juillet 2017, c'était bien évidemment lié à ce changement de formule, non pas à un accident domestique ou à un coup de soleil. Oui. D'accord. Donc, si le médecin traitant établit un certificat disant que Là, l'état de santé a nécessité un changement de formule, est-ce que ça peut suffire? alors, oui, c'est un bon élément. Si en plus il peut décrire l'état dans lequel il vous a trouvé au moment où il a prescrit le changement de nouvelle formule, c'est encore mieux. Parce que ça permet. Parce que là, vous voyez, contrairement à l'affaire civile, on n'est plus dans le préjudice moral d'anxiété qui est identique pour tout le monde et qui est unitaire, qui est universel. Là, on se retrouve dans l'indemnisation individuelle du préjudice et d'un préjudice qui est plutôt corporel. Donc, on est obligé, pour chaque dossier, de faire la part des choses, de dire, je reprends un exemple qui est le plus simple. Si vous, Élise, avez été hospitalisée 15 jours et Annie n'a pas été hospitalisée, vous n'aurez pas le même préjudice. Effectivement. Voilà. Si vous avez, imaginons un cas extrême, été placé dans le coma pendant plusieurs jours, c'est pas la même chose que d'être simplement hospitalisé en observation. Donc c'est là où il va falloir, mais on a encore le temps parce qu'avant qu'on soit devant le tribunal correctionnel, malheureusement il va y avoir de l'eau qui va passer sous les ponts. C'est là où il va falloir monter les dossiers au plus près. Donc les éléments que je vous ai donnés, c'est les éléments de base. Être sûr déjà que vous rentrez dans la famille des personnes intoxiquées par la nouvelle formule. Mais après, pour déterminer votre préjudice, c'est en fonction de votre histoire personnelle. Et je rebondis sur ce que disait Annie tout à l'heure, ça va dépendre aussi un petit peu justement de vos précédents ou de vos antécédents. Je vous donne un exemple très précis. On a des personnes qui nous disent, à cause de la nouvelle formule, j'ai été placé sous anxiolytique et j'ai fait une dépression. Sauf que quand on leur demande leur dossier médical, elles étaient placées sous antidépresseurs depuis janvier. Donc là, elles ne pourront pas venir dire que c'est la. Alors peut-être que c'est l'a aggravé, mais alors là, si on rentre dans ce débat-là, ça va être très compliqué. Si vous étiez sous antidépresseur avant le changement de formule, ça va être compliqué de dire que c'est à cause de la nouvelle formule que vous êtes passé en dépression. Mais c'est vraiment du cas par cas, ça va être du sur-mesure. Oui, ça paraît évident ce que vous dites, effectivement. Ils tiennent toujours compte des antécédents médicaux. Donc, voilà, même s'il y a eu un souci cardiovasculaire au décours de la nouvelle formule, s'il y avait des ennuis précédemment, ça passera mal aussi. S'il y avait des ennuis précédemment, ça peut être important parce que malgré tout, on sait que la lévothyroxine peut avoir, suivant le dosage, des effets sur le cœur. Donc, si votre médecin ne le savait pas et que votre pharmacien ne le savait pas, c'est bel et bien mère qui a joué avec le feu. C'est ce qu'on lui reproche quand même. C'est que justement, c'est ce traitement un petit peu à l'emporte-pièce sans tenir compte des situations individuelles. Et c'est là aussi où on retrouve l'importance de l'information, parce que si jamais, comme ils ont fait en Belgique ou en Allemagne, ils avaient marqué sur la boîte et dans la boîte, attention, nous avons changé de formule, si vous ne vous sentez pas bien, consultez immédiatement votre médecin, ça aurait pu éviter beaucoup de problèmes à beaucoup d'entre vous. C'est ça le grief principal qu'on leur fait, sur la tromperie. Exigé de qui? Du ministère, de l'État? On a déjà eu des réponses là-dessus. Rappelez-vous, en 2018, on avait essayé le Conseil d'État qui nous a dit que l'État ne pouvait pas fixer la politique commerciale de l'industriel. Et donc, il nous avait déboutés. Voilà, donc l'État ne peut pas. Et moi, pour avoir testé un peu, puis lors des réunions avec la NSM, on a après sollicité pas mal de laboratoires et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a le scandale Levothyrox là derrière, que l'ancienne formule au lactose est celle qui est la plus difficile à stabiliser.
Et donc, ils ne sont pas partants du tout, d'autant que maintenant, un laboratoire qui va reprendre n'aura plus de monopole comme Merck, ça arrangeait bien, parce que là, il avait 3 millions de patients pour prendre les lévothyroxines tous les mois. Et maintenant, forcément, beaucoup d'entre nous sommes passés aux autres et il y a 5 formules disponibles. Donc, une sixième, la NSM a abandonné et les laboratoires ne sont pas partants. Nicole, je ne comprends pas votre phrase. Il existe une loi domaine public, domaine privé. C'est donc encore la loi. Je ne vois pas le rapport. Ce n'est pas le sujet. L'activité industrielle est une activité privée. C'est l'industriel qui décide s'il fabrique ou pas un médicament. Et c'est lorsqu'il a pris cette décision qu'il va voir l'autorité publique pour avoir l'autorisation ou pas de mettre ce médicament sur le marché. C'est la fameuse autorisation de mise sur le marché. Donc, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement qui décide de fabriquer tel ou tel produit. Alors, sauf cas exceptionnel, Covid, etc. Mais là, ça n'a pas été le cas. N'importe quel fabricant, il choisit son domaine d'activité. Le fait que ce soit dans le domaine public, ça ne veut pas dire que vous pouvez fabriquer ça dans votre cuisine. Encore une fois, la fabrication de médicaments à base de lévothyroxine est très compliquée. Tout simplement parce que la lévothyroxine est une hormone artificielle très fragile. Elle craint la lumière, elle craint l'oxygène, elle craint la chaleur. Vous avez des industriels, et on a communiqué ça à la justice en son temps, qui expliquent que c'est un enfer de fabriquer du médicament à base de lévothyrox. Tout simplement parce que c'est très instable, c'est très fragile, et en plus, ce sont des quantités infinitésimales. Rappelez-vous que ce sont des dosages qui sont en microgrammes. Microgramme, c'est un millionième de gramme. C'est-à-dire que c'est même pas la taille d'un grain de sable. Vous voyez ? Donc, fabriquer ça de manière industrielle, sans savoir si le marché va répondre d'un point de vue positif, c'est compliqué, sauf si vous êtes un très grand industriel. Et en plus, il faut là aussi regarder la vérité en face. Ouais, la rentabilité, non, la rentabilité potentielle n'est pas bonne. En droit, vous pouvez vous inscrire jusqu'à ce que le tribunal correctionnel soit saisi. Encore une fois, je vous rappelle que nous sommes pour le moment dans la phase qu'on appelle l'instruction, c'est-à-dire la phase d'enquête. Pendant cette phase d'enquête, vous pouvez vous constituer partie civile, ça vous donnera accès au dossier, ça vous donnera accès à la possibilité de faire des observations au juge. D'ailleurs, je rappelle que, même si je ne voudrais pas trop le dire, ça, lorsque je parlais tout à l'heure de M. Le Chat, lorsqu'il a émis ces articles que je n'avais pas vus, mais qui m'a été signalé par Beate Barthès de Ville sans thyroïde. Nous avions communiqué cet article à la juge d'instruction en tant que partie civile et nous lui avons dit vous devriez interroger ce monsieur. Et il a été interrogé. Vous voyez, on participe tous ensemble à la manifestation de la vérité. De même que les familles qui ont perdu un proche ont parfois des documents médicaux anciens qui permettent de montrer que, je pense toujours à cette maman de 2 petits garçons qui avait 5 ans en 2017, maintenant il doit avoir une dizaine d'années, qui est décédée malheureusement. Elle était suivie pour tout ce qui était cardio et autres. Elle n'avait aucun problème. Et elle ne prenait aucun autre médicament, même pas contraceptif, si ce n'est le lévothyrox. Donc là, il y a des vraies interrogations qui se posent pour savoir s'il n'y a pas eu un problème cardiaque pour cette dame, puisque je rappelle qu'on a des documents qui viennent d'Italie, où l'agence italienne du médicament signale que justement à l'occasion d'un changement de formule entre deux médicaments, eh bien, une personne est décédée parce qu'elle n'a pas supporté ce nouveau élément. Alors, il me demande s'il y a des arrivants, il y a tout le monde qui est présent. Autre élément aussi, on a des études internationales qui confirment la dangerosité pour les problèmes cardiaques. Donc, tout ça, au fur et à mesure, on le met dans le dossier. Ce que vous pouvez avoir aussi, c'est si vous avez un bon médecin traitant ou un bon médecin qui vous accompagne, il peut faire ses propres recherches médicales. Moi, je ne suis pas très compétent en médecine, et nous les communiquer. Et nous, après, on les communique au juge d'instruction.
ce qui est important, c'est que le juge d'instruction a ce qu'on appelle des assistants personnalisés, des assistants de justice personnalisés, spécialisés, pardon. Et donc, ils ont un médecin et un pharmacologue qui, eux, sont à même de lire tous les dossiers médicaux, tous les documents, toutes les études scientifiques et de compléter l'information qui est faite par les experts. Et parfois de dire que l'expert n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement ou lui demander des précisions, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est que dans cette enquête, on n'est pas seul face à Merck et ses experts. On a le juge qui fait son travail, qui est assisté de personnes compétentes, et nous avons aussi des associations qui travaillent de leur côté et des scientifiques comme Toutain et Concordé qui ont déjà fait la preuve dans le passé qu'ils avaient des capacités de recherche-analyse qui sont utiles à tous. Donc, en effet, c'est bien de nous rejoindre. Et vous avez encore le temps, mais si vous avez des questions, le plus simple, vous allez sur le site myleo.legal, il y a tous les numéros de téléphone qui apparaissent, tous les contacts pour nous écrire, c'est contact@myleo.legal, et vous êtes rappelé, alors, si possible dans les 48 heures, mais on a beaucoup de travail en ce moment, notamment avec le respirateur Philips. De manière générale, sauf au pénal, dans la phase d'instruction, les délibérations, pas les délibérations, je pense, les plaidoiries sont publiques, en audience publique. Ah, ok. Donc, si vous êtes à Paris, quand, je ne sais pas encore quelle date, vous pouvez tout à fait assister à l'audience. D'accord. Et d'ailleurs, Sonia, en général, Maître Legvac nous invite et il aime bien qu'on soit présente. Hein. Ah ouais, voilà. Moi, j'y tiens là. Oui. Attention, au tribunal administratif, c'est plus décevant qu'à la cour d'appel. Ouais. À la cour d'appel de Lyon, j'avais pu avoir 2 heures pour raconter toute l'histoire. À la cour d'appel, au tribunal administratif, si j'ai un quart d'heure, c'est tout ce que j'aurai. Mais bon, c'est déjà à moi d'être bon. Oui. Mais vaut mieux qu'on soit là à plusieurs même. Alors, puisqu'on parle de la procédure administrative, un point qui est important et qui sera très, très révélateur de l'état d'esprit du tribunal. Devant un tribunal administratif, vous avez ce qu'on appelle un commissaire du gouvernement, qui, contrairement à ce que son indique, n'est pas du tout le porte-voix du gouvernement. C'est simplement un magistrat indépendant qui donne son avis. Et souvent, 90% des cas quand même, le tribunal va suivre l'avis du commissaire du gouvernement. Donc ça, malheureusement, on ne connaît son avis que la veille ou l'avant-veille de l'audience. Et c'est un point évidemment très important parce que ça va nous donner un sentiment fort de ce que pense le tribunal. Mais après la plaidoirie, le tribunal se réunit sans cette personne. Donc c'est vraiment un délibéré entre magistrats et parfois, ça arrive, on peut retourner la situation. Vous avez encore du temps, donc ce n'est pas la peine de paniquer, ce n'est pas jusqu'au 30 juin, mais si vous pouvez le faire d'ici à la rentrée, ça serait bien. Vous avez 3 mois, quoi. Alors, là, ce que vous indiquez, c'est intéressant. Vous ne trouverez jamais un médecin traitant ou qui vous connaît qui va dire que ce que vous avez, c'est lié au lévothyrox, parce qu'il ne peut pas le faire. Ce n'est pas dans son pouvoir. En revanche, ce qui est très important, et là, il ne peut pas refuser, c'est qu'il doit expliquer quel était votre état à telle et telle époque. Je dis n'importe quoi, entre juillet et septembre 2017, Mélanie était en arrêt de travail, ou elle a dû prendre tel ou tel produit parce qu'elle était fatiguée. Tout ce qui peut décrire de manière médicale sur votre situation à cet instant-là. On ne lui demande rien d'autre. La discussion entre votre état et la prise du lévothyrox, ça fera l'objet d'un débat ultérieur avec des experts. D'accord ? Donc, le plus important, c'est d'établir votre situation pendant la période, on va dire, entre mai et octobre 2017. En fait, la bonne période, c'est à partir de quand avez-vous pris la nouvelle formule et à partir de quand avez-vous arrêté. Et là, ça dépend évidemment en fonction de chacun de vous. L'autre point qui est important, c'est que vous pouvez démontrer que vous n'étiez pas bien par des témoignages. Ça peut être des témoignages, même si ce n'est pas très fort, si c'est la famille, mais c'est déjà un élément. Et par exemple, si vous faites du sport, je me rappelle, il y avait une jeune femme qui faisait la danse. Et
qui, à partir du moment où elle est passée sous le niveau de la nouvelle formule, était HS, n'allait plus à la danse. Donc, très naturellement, ses copines de la danse et la directrice de l'école de danse ont attesté en disant, elle ne s'appelait pas Mélanie ni Annie, mais on va l'appeler Edith. Edith ne venait plus de telle date à telle date parce qu'elle disait qu'elle était trop fatiguée, qu'elle avait plus de force, plus d'énergie. Donc, si vous avez des pratiques sportives ou des pratiques sociales importantes ou de travail, tout simplement, vous pouvez avoir des témoignages de tiers qui vont constater que vous étiez vraiment affecté dans cette période-là. Ils ne peuvent pas faire le lien, eux, avec le lévothyrox. Et c'est à nous, après, de construire le dossier pour dire, vous voyez, c'est quand même curieux, ça commence, je dis n'importe quoi, le 15 juin, ça se termine le 17 octobre. Et ça correspond à peu près à la prise de la nouvelle formule. Et ça correspond à des symptômes qui sont décrits comme étant ceux d'une hypothyroïdie parce qu'elle est en état, justement, où tout son corps est en train d'être sans énergie. Donc, ne vous focalisez pas sur le fait qu'il faut que vous ayez trouvé une attestation en disant que c'est à cause du produit que vous avez eu cet état. Ça, ce n'est pas possible. Focalisez-vous sur dans quel état étais-je à cette époque-là. Et c'est là qu'on retrouve aussi les éléments extérieurs comme j'ai été hospitalisé, j'ai été placé sur certains médicaments que je ne prenais pas auparavant, on m'a découvert des problèmes qu'on n'avait jamais découverts jusqu'à présent, etc., etc. Et si en plus, ça s'arrête à partir du moment où vous changez de formulation, c'est aussi un élément. Je crois que c'est quelqu'un tout à l'heure qui disait que lorsqu'elle a repris sa nouvelle formule, sa formule de lactose, tous les problèmes se sont effacés, comme par enchantement. Vous voyez. Donc c'est cette relation de cause à effet qui peut être utile dans la démonstration de la vérité. Et c'est là aussi où on retrouve ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas et c'est du dossier qu'il faut que vous montiez en fonction de votre vie personnelle que vous ne connaissez pas forcément. Vous avez un droit, et c'est vrai que cette question permet de le rappeler, vous avez le droit de demander l'intégralité de votre dossier médical à votre médecin traitant. Ah bah oui, elle m'a renvoyé 3 photocopies d'avant 2013 et elle m'a dit qu'elle n'avait rien d'autre. Curieux. Vous étiez allé voir une endocrino ou une généraliste? Non, c'est une généraliste. Mais mon généraliste, il m'a soigné pendant 20 ans, il avait un sacré dossier. Mais bon, de toute façon, elle ne veut pas donner. Et dans ce cas-là, vous nous contactez, nous on vous fournira la lettre type qui vise la loi Kouchner de 2002 et qui fera une menace suffisamment forte pour qu'elle vous fasse passer tous les documents. Et après, si ça bloque encore, on ira voir le Conseil de l'ordre, etc., etc. On va faire monter la pression. Mais normalement, le médecin ne peut pas retenir de l'information. D'accord, je retournerai. D'accord. Et il doit vous fournir, par exemple, toutes les analyses. Si vous faisiez des contrôles de TSH tous les ans ou tous les 2 ans, normalement, il les a parce qu'il est destinataire, il doit vous les fournir. Et les analyses, moi, je les ai. Oui, mais si vous les avez, c'est très bien. Mais pour montrer qu'il ne vous le fournit pas, il faut quand même lui demander. D'accord. Tous les comptes rendus que vous avez pu avoir, etc., etc. Et par exemple, l'évolution de votre glycémie, c'est important. En revanche, pour votre glycémie, ce n'est peut-être pas un généraliste que vous devriez consulter. C'est peut-être plutôt un endocrino. Un diabétologue, oui, je sais. Ou alors de manger moins sucré, de faire plus d'exercice. Mais ça, ce n'est pas moi qui vais le dire, je suis pas médecin. Mais quand vous recevez ce courrier, vous nous le faites passer et nous, on en répondra si on l'a. Parce que normalement, dans chaque dossier qu'on envoie, il y a à minima l'ordonnance avant, après et, si possible, des éléments qui permettent d'accréditer votre préjudice. Ça, c'est systématique. Donc, s'ils l'ont pas, c'est qu'ils l'ont pas vu ou qu'il est mal collé, que la pièce n'est pas numérotée. Et alors, si on ne l'a pas, on vous tirera les oreilles, on vous demandera la pièce. Mais normalement, quand on a déposé, si c'est nous qui avons fait la démarche, nous, dans nos dossiers, ils sont complets. D'ailleurs, l'équipe derrière s'arrache les cheveux, mais ça, c'est le travail. Alors, normalement, c'est dans votre dossier. Donc, retour à la case, je demande à mon médecin traitant tous les dossiers. Le problème, c'est qu'on a tous des médecins traitants qui partent en retraite. Donc, moi, la mienne, elle est partie en retraite. Il reste ensuite le pharmacien. Ouais. Normalement, déménager.
Mhm. Et Ah après, non, mais je fais le combo, moi. Donc, c'est en compliqué. dernier ressort, vous demandez à la Sécu. Ah ouais, la Sécu. OK. Et elle a tout. Ouais. Voilà. Ok. Et si vraiment la Sécu ne réagit pas, ne répond pas, ben, il faudra faire une attestation sur l'honneur. Ça n'a pas grande valeur, mais bon, au moins il y aura quelque chose. OK. Pour les personnes qui ont subi une thyroïdectomie, déjà un certificat attestant, ça n'importe quel médecin peut attester que vous n'avez plus de thyroïde. Ça, c'est un constat médical. Je Voilà, disais c'est un tout à l'heure, Ah non, constat mais ça, oui. médical. Oui, on ne non, demande pas oui. Et de. après, voilà, si vous redemandez votre dossier médical dans là où vous avez été opéré, on sait qu'à partir de là, vous étiez sous les Votirox puisqu'ils avaient le monopole. Ah Il oui, bah, suffit juste oui, de oui, le oui, mettre. oui, bah, j'ai Voilà, l'ablation totale, donc oui. voilà, il Mm. suffit après de le présenter pour Ouais, mais que. je pensais plus les ordonnances entre avril et septembre 2017, quoi. Bah là, la C'était pharmacie où celle-là, vous quoi, êtes parce que fourni, la pharmacie où ouais, vous êtes ouais, mais fourni. j'ai déménagé, je suis à 200 Ah. km et donc là, Mais vous pouvez toujours leur téléphoner ou leur envoyer un mail, hein. ouais, ouais, Et je vais voir. Par répondre mail, aussi. les pharmacies répondent, hein. Mm. Parce Alors, qu'on je a crois quand que même Jacqueline pas est mal revenue. de. Annie, pardonnez-moi, Annie, concernant les dossiers médicaux, je pense que les hôpitaux, au niveau des archives, ont l'obligation de les garder pendant 20 ans, pas plus, hein. Donc, les gens qui ont subi En 20 une ans, on est dans les thyroïdectomie délais, là, quand même. totale. Pardon? Attends, on est À large 20 là. ans, on est encore dans les délais. Non, mais s'il y a des gens qui, par exemple, n'ont pas leur protocole opératoire, les résultats d'un APAT qui révélaient un cancer ou quoi, c'est un peu tard si ça a dépassé les 20 ans. Ah oui. Voilà. S'il y a plus de 20 ans que la personne a été opérée d'un cancer, elle a subi une thyroïdectomie, si tous les documents médicaux ont été perdus, je pense que c'est pas rattrapable. Impossible. On ne peut pas obtenir les preuves au niveau des hôpitaux. Ils ont l'obligation de garder en archive 20 ans, pas plus. Après, c'est détruit. Chaque contrat d'assurance qui est différent. Donc, D'accord. ils ont des tarifs. Et Ok. nous, comme nous sommes libres de fixer nos tarifs, on n'accepte pas de voir notre tarif fixé par les assureurs. Alors, par contre, pour les autres, tout ce que j'avais réglé avant, tout a été pris en charge. Oui, parce Donc qu'ils ont des là, tarifs bon, différents. Les tarifs sont différents en fonction de l'affaire. d'accord, Au ça va. pénal, Ça c'est va. plus chiffre qu'au civil, bizarrement. S'il n'y a plus de questions, puisque ça fait à peu près 1 heure qu'on papote, je vais vous laisser.